Ok, alors aujourd'hui on va faire un petit point sur la croissance économique, qui est normalement le premier chapitre que tu auras étudié cette année de terminale, parce que c'est ce chapitre qui va mettre un petit peu les bases de ton programme de terminale. C'est un chapitre qui tombe quasiment tous les ans au bac et qui nous permet de mieux comprendre les autres chapitres d'économie. Voilà, donc c'est très très important que tu sois au point sur toutes les notions, sur tous les processus, que tu t'entraînes à les développer, à les expliquer à voix haute, parce que ça t'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être déjà arrivé à la plupart d'entre nous, que lorsque on commence à lire un processus, que ce soit sur la croissance endogène ou autre, de dire a priori, ben voilà, je l'ai lu, j'ai compris, je sais comment ça fonctionne. Et puis au moment de l'expliquer, je sais plus. Je sais pas en fait l'expliquer. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre des mots là-dessus à voix haute et de s'entraîner soit seul dans sa chambre, soit à son entourage pour être certain d'avoir bien compris. Parce que comprendre ce chapitre, c'est la clé de la compréhension des autres chapitres d'économie. Donc la croissance économique, du coup, c'est quoi? Ça renvoie à l'augmentation des richesses, donc des biens et des services qui sont produits sur un territoire donné et sur une période donnée. Territoire donné, pourquoi? Parce que, bon, généralement, on va étudier la croissance économique à l'échelle d'un pays, l'échelle nationale. Je dis donc territoire donné parce que il faut bien comprendre qu'on ne peut pas prendre n'importe quel territoire pour calculer la croissance économique. À l'échelle d'une ville, par exemple, ce ne serait pas pertinent. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est possible d'étudier la croissance économique à l'échelle régionale, si on prend le terme géographique, et donc on peut étudier la croissance économique à l'échelle de l'Union européenne, par exemple, ou en tout cas de l'Europe dans un sens un petit peu plus large. C'est ce que tu étudieras ou ce que tu as peut-être déjà étudié sur le chapitre sur les politiques économiques européennes. Et sur une période donnée, pourquoi? Bon, parce que c'est pas pertinent, admettons, de calculer la croissance économique de la France sur un jour. Ça ne veut rien dire. Qu'il y ait 5% de croissance sur un jour ne veut pas dire que ce pourcentage-là de croissance va rester stable sur du moyen long terme. D'accord. Donc généralement, on va prendre un an, d'accord, ce qui va être l'échelle de temps en fait la plus pertinente pour pouvoir en tirer des conclusions. Bon, maintenant, comment on la calcule, cette croissance économique? Via le PIB, le produit intérieur brut, qu'il ne faut pas confondre avec le PNB, le produit national brut. Le PIB résulte de la somme des valeurs ajoutées, qu'on appelle VA généralement, tu l'auras peut-être vu dans des documents, et c'est la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques créateurs de richesses présents sur un territoire. Bon, pour faire un petit point sur la valeur ajoutée, c'est la richesse qui est réellement créée par un entrepreneur. C'est le résultat en fait de la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. C'est-à-dire que chaque entrepreneur fait le calcul suivant, valeur ajoutée égale CA, chiffre d'affaires, moins CI, consommation intermédiaire. Donc le chiffre d'affaires, par exemple, ça va renvoyer à la quantité de monnaie qui entre dans les caisses de l'entreprise. Si l'entreprise vend 10 produits d'une valeur de 100 euros, son chiffre d'affaires évidemment est de 1000 euros. Et les consommations intermédiaires renvoient plutôt à l'ensemble des coûts de production de l'entreprise. Facture d'énergie, salaire, paiement des fournisseurs, etc., etc. Et il faut donc retrancher ces coûts aux 1000 euros de chiffre d'affaires pour obtenir le bénéfice réellement généré. Donc la valeur ajoutée, c'est un peu synonyme de bénéfice. Maintenant, on parle de PIB. PIB, ça renvoie donc à la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises et administrations qui créent de la richesse sur un territoire donné, d'accord, sur l'échelle par exemple de la France. Donc en prenant en compte toutes les entreprises qui sont françaises ou étrangères, alors qu'à ne pas confondre, comme je disais, avec le PNB qui lui va prendre en compte des productions qui sont externalisées à l'étranger. Par exemple, je vais prendre une entreprise française, je vais étudier la valeur ajoutée de cette entreprise française, qu'elle produise une partie de sa production en France ou à l'étranger. Donc c'est pas la même chose. Maintenant, on fait aussi la différence entre PIB réel et PIB nominal, à ne pas confondre. Il faut bien comprendre ici que le PIB, dit réel ou nominal, sont deux calculs qui sont importants à prendre en compte, mais qui ne nous permettent pas de tirer les mêmes conclusions quant à la situation économique d'un pays. Le PIB nominal, c'est le PIB qui est étudié en monnaie courante. Concrètement, il s'agit de prendre la valeur de la monnaie à une date donnée et d'étudier l'évolution de la croissance sur une période donnée. Ce PIB n'est pas corrigé de l'inflation. Par conséquent, le PIB peut être gonflé un petit peu artificiellement et donner une impression de forte croissance économique, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Je prends un exemple fictif. Je prends la valeur de l'euro en l'an 2000
et je décide d'étudier la croissance économique de la France jusqu'à aujourd'hui, 2024. Je m'aperçois par exemple d'une croissance faible, mais positive, entre 0 et 1% de croissance annuelle. Par contre, j'aperçois un pic de croissance entre 2019 et 2020. Pandémie du Covid-19, tu dois sûrement t'en souvenir. C'est plutôt étonnant, non, qu'on voit ce pic de croissance sur cette période. Mais en réalité, on a assisté dans cette période à une forte croissance due à une forte inflation, c'est-à-dire à une hausse générale des prix. Et s'il y a inflation, les biens et les services que nous produisons prennent de la valeur. Et il se peut que lors d'une période de croissance économique, nous n'ayons pas produit plus, mais que l'inflation est venue gonfler artificiellement le PIB. Je passe maintenant au PIB réel, qui est le PIB qui est, lui, étudié en monnaie constante. Concrètement, il s'agit de prendre la valeur de la monnaie une année de référence et d'étudier l'évolution des quantités de biens et de services produites sur une période donnée. Ce PIB, quant à lui, est corrigé de l'inflation et il a l'avantage de nous permettre de savoir si nous avons produit plus sur une période donnée et si donc nous avons été plus efficaces dans le processus de production. Donc pour étudier l'évolution de la croissance des richesses sur un territoire donné, et donc étudier la croissance, le PIB peut être un bon indicateur. Bon, par contre, une croissance économique n'est pas nécessairement synonyme d'un enrichissement des individus. Tout dépend de la répartition des richesses au sein de la population. C'est pour ça que ce PIB, en fait, il a des limites. D'une part, première chose, il y a deux choses qu'on va pouvoir donner en termes de limites du PIB, c'est que d'une part, il inclut dans son calcul économique des activités qui sont néfastes pour le bien-être de la société. Imaginons par exemple que je décide de partir en vacances en voiture et que je prenne l'autoroute. Pour X ou Y raison, j'ai un accident. Est-ce que ce fait-là crée de la richesse? La réponse est oui. Oui, car les pompiers, les ambulanciers, les policiers sont mobilisés pour me porter secours et rétablir la circulation de l'autoroute. Et ces individus sont payés pour cela. De la même manière, une entreprise qui produit des déchets toxiques voit par exemple sa valeur ajoutée comptabilisée dans le calcul du PIB alors qu'elle participe à la pollution des sols. Voilà, ça c'est une limite. D'autre part, elle exclut dans son calcul des activités qui apportent pourtant du bien-être à la société. On peut assez facilement prendre l'exemple des services à la personne, qui ne sont dans ce cas-là pas déclarés et donc pas comptabilisés dans le calcul du PIB. Pensons aux aides ménagères, aux aides soignants ou encore aux cours particuliers à domicile qui ne seraient pas comptabilisés dans le PIB car pas déclarés. Ces activités apportent du bien-être, mais comme elles ne sont pas déclarées, elles ne sont pas comptabilisées dans le PIB. Donc, comme le PIB n'est peut-être pas suffisant pour essayer de mesurer un petit peu le bien-être d'une population sur un territoire donné, donc par exemple en France ou dans un autre pays, on peut ajouter un autre indicateur pour se faire une meilleure idée de ce bien-être. On va ajouter évidemment, tu l'auras peut-être vu venir, l'indicateur qui est l'indice de développement humain, l'IDH. Il permet d'évaluer le niveau de développement d'un pays sur une échelle de 0 à 1 selon trois facteurs. 1, l'espérance de vie. 2, le niveau d'éducation. 3, le revenu national brut par habitant. Attention donc à ne pas faire de conclusions hâtives lorsque le PIB d'un pays augmente considérablement, parce que d'autres facteurs entrent en jeu. C'est pas parce que j'ai une croissance très importante, admettons en Chine de 5%, que le niveau d'éducation, par exemple, reste en croissance et reste équitable au sein de la population. Ou de même que le revenu national par habitant augmente. Ce n'est pas parce que la croissance est de 5% que le revenu national brut par habitant augmente aussi de la même manière. Il n'y a pas forcément de corrélation. Il peut augmenter, mais peut-être pas autant que la croissance, ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de croissance et un RNB, donc revenu national brut par habitant, diminue ou est stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la répartition de la richesse est assez inéquitable en fait, et qu'il y a une certaine partie de la population, une élite qui concentre une grande partie de cette richesse-là. Donc l'IDH vient compléter un petit peu le PIB pour nous donner une image un petit peu plus pertinente de la situation économique d'un pays.